Si vous vous trompez sur votre modélisation, vous ratez des éléments lors de votre visite, il y a de fortes chances que vous perdiez des milliers d'euros lors de votre opération. Félicitations, vous avez terminé la partie 1 de ce module 2 qui concernait le sourcing, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que vous savez trouver des opportunités, on-market, off-market, on a parlé de prospection, des enchères, on va parler et participer à la partie 2 qui concerne la modélisation. Je suis Benjamin du Cercle MDB, on est dans la formation From Zero to Hero, devenir un marchand de biens. Et l'idée, c'est de vous partager ce que nos membres et ce que nous-mêmes faisons au quotidien pour modéliser nos opérations, ne rien oublier et pouvoir les réaliser jusqu'au bout. Le diable se cache dans les détails et on va détailler tous les frais que vous devez ajouter dans vos opérations, que vous devez intégrer dans vos modélisations, quel que soit l'outil que vous utilisez pour le faire, qu'il s'agisse d'un simple tableau Excel dans votre tête ou autre, pour être sûr que vous n'oubliez rien. Et pour commencer, on fera au cours des prochaines vidéos les autres typologies d'opérations, mais on va commencer par les opérations que je dirais les plus classiques, standards, les opérations d'achat-revente et achat-rénovation-revente. L'idée, c'est qu'une fois que vous savez trouver, repérer des opportunités, que vous puissiez vérifier qu'elles soient vraiment rentables. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par cette première typologie d'opération et que vous soyez capable de modéliser et de faire un BP, un bilan prévisionnel d'une opération complet, intégrant la totalité des frais et qu'il n'y ait plus d'approximation sur vos bilans et que je vous partage aussi quelques tips sur qu'est-ce que vous devez regarder en visite sur chacune de ces opérations et sur cette typologie d'opérations. Donc c'est parti, on commence sur les opérations les plus basiques. La première partie, c'est qu'est-ce que je vais regarder dans ces opérations et qu'est-ce que je dois faire en visite lorsque je vais sur ces opérations. La première chose à faire, à mon sens, une fois que vous avez screené, trouvé vos annonces, c'est de regarder si vous avez un potentiel de création de valeur. Le potentiel de création de valeur reste la clé dans toutes ces opérations. Qu'est-ce que je peux faire qui va transformer le bien et générer suffisamment de valeur pour que j'en extrais une partie, que je puisse la prendre et qui sera ma marge. Alors, plein de choses, mais sur les opérations d'achat-revente ou d'achat-réno-revente, la vraie plus-value, elle se fait parce que vous achetez généralement des choses que personne ne veut. Alors, comment vous allez acheter des choses que personne ne veut ? Vous allez probablement faire des travaux, donc les biens sont en mauvais état. C'est probable. Mais à quel point sont-ils en mauvais état ? Et là, au cours de votre visite, soit vous avez la capacité à chiffrer, calculer, évaluer votre coût de travaux, soit vous ne l'avez pas et vous devez faire repasser peut-être des artisans, des personnes, utiliser des logiciels maintenant qui vous permettent de simuler un peu les coûts de travaux ou travailler au ratio. C'est des choses qui sont faisables. Ce mauvais état, il va falloir l'évaluer un peu plus en détail. Il va falloir savoir s'il y a des travaux vraiment de gros œuvres dans votre bâti, dans votre bien, des travaux de second œuvre, plutôt de rafraîchissement, pour évaluer les niveaux des coûts de travaux. Et puis, savoir si le potentiel de rénovation permet dans ce bien de retrouver plus que le coût des travaux que vous allez y mettre. Je prends un exemple très concret. Si vous avez une rénovation qui vous coûte 1 000 € du mètre à faire, est-ce que vous allez pouvoir vendre cette rénovation plus que 1 000 € du mètre à votre acheteur final ? Si oui, il faut faire les travaux. Et si oui, avec beaucoup de marge, il faut vraiment les porter. Si vous vous retrouvez au même niveau, c'est peut-être une vraie question parce que vous allez avoir des frais annexes, des risques liés aux travaux, etc. Et si vous ne vous y retrouvez pas, il ne faut pas faire les travaux et ça ne collera pas. Donc, vraiment, ça, c'est dans la modélisation. On va en parler après, mais que vous devez regarder dès la visite, quel est le coût des travaux. Lorsque vous allez être en visite, également, ça va être de regarder tout l'environnement et tout l'aspect extérieur. Quand je dis environnement, ça va être dans la ville, dans le quartier, mais ça va être également, si vous commencez sur des biens qui sont en copropriété, comme ça peut être fréquemment le cas, l'état de la copropriété. L'état, l'entretien, la typologie de personnes qui habitent dans ces biens-là. Est-ce que c'est du propriétaire, du locataire ? Les noms des personnes qui habitent là, est-ce que c'est occupé, pas occupé ? Typiquement sur les boîtes aux lettres, des fois on voit des biens qui sont très mal entretenus, on le voit rien qu'au niveau des boîtes aux lettres. Des fois on voit des biens qui sont partiellement occupés ou pas du tout occupés parce qu'il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres ou le courrier qui commence à déborder. Il peut y avoir des sujets de ce type-là. Donc ça, c'est un premier élément d'environnement.
Ensuite, au niveau du bien en lui-même, vous avez peut-être eu des informations sur peut-être l'état de l'électricité, l'état des diagnostics, etc. Mais vous allez devoir les confirmer, les vérifier. Alors, je pense à quoi? Je pense en repérage. Et là, je parle que vraiment d'inspection visuelle. Ça nécessite des fois un petit peu de compétences techniques. L'inspection sur la présence ou pas d'amiante. Sur les diagnostics, si vous repérez certaines typologies de peinture, alors ça se fait plutôt avec des appareils de mesure, mais on peut se dire qu'il y a un potentiel d'y avoir, par exemple, du plomb dans certains volets, dans certaines peintures, encadrement de portes. Ça arrive fréquemment aussi. Donc amiante, plomb. On va parler également de l'installation électrique. Est-ce que je vais devoir la reprendre intégralement ou pas? Des choses très simples, hein. Vous allez regarder si déjà l'électricité, le tableau électrique, je vous parle bien du tableau électrique, pas du compteur qui doit être présent, hein, mais vérifiez-le aussi. Tableau électrique récent, pas récent. Est-ce qu'il a bien les différentiels qui conviennent bien? Je vous invite à vous former un minimum sur le nécessaire, sur les disjoncteurs différentiels, sur le tableau électrique. Est-ce qu'on va regarder la présence ou pas de terre sur les prises, typiquement, hein, ça c'est des choses, généralement dans des biens anciens, vous n'aurez peut-être pas forcément la terre qui est présente. Donc vous n'aurez que 2 encoches et pas la 3e. Ça peut être un sujet pour la mise aux normes, très clairement. Vous allez avoir également peut-être des sujets de DPE, d'énergétique, de performance énergétique. Alors qu'est-ce qui rentre en compte là-dedans? Le système de chauffage. Vous allez avoir également les fenêtres et ce qu'on appelle les huisseries et menuiseries extérieures. Est-ce qu'il y a du double vitrage déjà d'installer? Est-ce que c'est vieux, récent, ancien, partiellement remplacé? Combien il y en a? Parce que c'est des coûts et intégrer dans votre budget, c'est important. Et puis regardez aussi probablement l'épaisseur des murs, s'il y a eu de l'isolation qui a été installée au niveau des plafonds, au niveau des murs, d'enceinte, périphérique. Ça va aussi avec l'inspection, si on est en copropriété, de la façade au global, avec également si elle a eu des problématiques ou pas, si elle est ancienne ou pas. Et le dernier point qui me semble important dans tous ces sujets à observer sur la partie travaux, ça va être des sujets d'humidité et de fissures. Humidité, on va le revoir sur les murs avec des murs noircis ou des odeurs qui peuvent arriver. Et puis les fissures, ça va vraiment être plutôt de l'inspection visuelle, des sujets de structure. Inspection visuelle et puis un ressenti lorsqu'on marche, notamment sur des vieux planchers, des planchers bois ou autres, avec des défauts de planéité de sol, des bruits un petit peu plus sourds ou un petit peu moins solide, cette sensation d'instabilité des fois ou de mouvement, de vibration quand on va marcher ou quand on va sauter sur un plancher. Donc ça, c'est des choses que vous devez regarder. C'est pas spécifique à cette typologie d'opération, plutôt spécifique à tous les bâtis existants, mais c'est des choses que vous devez regarder. Après, pour la création de valeur, on en avait parlé dans de précédentes vidéos, les transformations de pièces, le réaménagement de plans. Ce qui est important de regarder, c'est de connaître l'exposition de son bien et de voir un petit peu comment je pourrais le réaménager. Et pour ça, il faut qu'il y ait des murs qui soient modifiables, des cloisons qu'on puisse modifier d'emplacement. Et donc, ça va avec le sujet des murs porteurs, des grosses cloisons versus des cloisons qui seraient soit ouvrables, soit partiellement déplaçables parce qu'elles ont été faites peut-être en placo, d'autres en briquettes, d'autres qui seraient des murs porteurs. Donc ça, c'est des sujets que vous devez, au fur et à mesure du temps, commencer à connaître, comprendre. Et bien des fois, on a des doutes, on a des interrogations et on a la nécessité de faire passer soit un archi d'un immeuble en copropriété, soit un bureau d'études pour évaluer cela et ou faire des préconisations de renforcement si jamais on veut le faire, malgré tout. Donc ça, c'est un peu les premiers points. Un dernier aspect qui n'est pas visible sur les annonces, qu'elles soient off parquet, c'est le bruit et la sensation dans le bien. Donc quelles sont les nuisances peut-être sonores ou des fois olfactives. Je repense à un cas de figure où on avait un bien qui semblait être à un bon prix de marché et un de nos membres était allé sur place. Et en fait, il y avait une usine d'engrais qui, selon le sens du vent, pouvait causer des odeurs assez désagréables. Et en termes de bruit, pareil, en fonction de la saison ou de la saisonnalité, on avait un bien dans une commune balnéaire. On ne s'était pas forcément rendu compte aussi qu'il y avait du bruit l'été avec une place très active, des restaurants aux alentours qui pouvaient causer des nuisances et qui avaient d'ailleurs
provoquer derrière une commercialisation un petit peu plus lente et un petit peu plus longue que celle qu'on attendait à avoir. Donc tous ces éléments sont à regarder, tous ces éléments sont à prendre en compte. Je ne vous dis pas que c'est des no-go ou des go absolument l'un ou l'autre, mais ce sont des choses qu'il faut regarder et voir. Maintenant, si on parle exactement des coûts que vous devez intégrer dans vos modélisations. Et au fait, petite parenthèse, si jamais tu veux aller plus loin, en savoir un petit peu plus, récupérer le contenu écrit, probablement également les supports et passer encore plus à l'action, tu peux retrouver des fiches qui sont téléchargeables et gratuites, comme je te l'ai dit, pour t'accompagner. Des templates, des outils, des grilles d'analyse, tout ce qu'il faut pour appliquer concrètement ce qu'on voit dans cette vidéo et dans les autres vidéos de la formation From Zero to Hero. Tu les retrouveras en premier lien de cette description. C'est juste en dessous, c'est cadeau, c'est offert par la maison, alors profites-en. Allez, on continue. Parce qu'on entend souvent des personnes qui vont dire « Ah ben j'ai acheté, j'en sais rien, moi, on va partir, j'ai acheté 100, j'ai revendu 120, c'est bon, j'ai 20 de marge. » Mais là, c'est oublier beaucoup d'éléments, beaucoup de frais. Et je vais essayer vraiment d'être exhaustif le plus possible. C'est pour ça que j'ai quelques notes pour ne pas en oublier. Des frais qui sont, pour certains, encore une fois, standards sur toutes les typologies d'opérations et des frais qui sont spécifiques à certaines typologies d'opérations. Donc, le premier, ce sont les frais de mutation déjà. Donc, si vous achetez 100, c'est le prix de vente que vous allez avoir, qu'il soit FAI ou net vendeur, peu importe. Par-dessus ce prix-là, vous allez avoir des frais de mutation, frais de notaire, qui sont certes réduits chez les marchands de biens, avec ce qu'on appelle l'engagement de revente, qui nous permet de bénéficier de frais de mutation réduits. Ils sont généralement évoqués comme étant de 2 à 3%, mais ce pourcentage qu'on donne et qui est standard varie fortement entre une opération que vous allez acheter 50 000 euros et une opération que vous allez acheter à 5 millions d'euros. Alors pourquoi ça varie alors qu'on se dit c'est un pourcentage? Non, parce que c'est un pourcentage un peu standard. Et dans les frais de mutation, j'en ai déjà parlé, vous avez une partie qui correspond à des émoluments qui sont encadrés, fixes et qui ont des tarifs validés. Je pense par exemple à un notaire qui doit aller demander un état hypothécaire, avoir un relevé pour votre cabis, un certificat de non-faillite, etc. Ça a des coûts qui sont fixes, qui sont déjà prévus. Ce sont des sommes qui ne sont pas dépendantes du montant d'achat, donc des frais fixes. Et à côté de ça, vous avez un pourcentage, donc ça c'est les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui sont là à un pourcentage. Et c'est ce pourcentage qui est réduit. Mais compte tenu des éléments qui sont fixes, votre pourcentage peut vraiment augmenter. À titre indicatif, je peux vous assurer qu'on va monter plutôt sur du 8-9% lorsque vous allez faire des acquisitions, même en marchant avec des droits de mutation réduits. Pour des montants, voilà, je vous dis 40-50 000 euros, vous allez être à 8-9% en plus de frais. Et vous allez être à plutôt 1,20, 1,5 si vous allez sur des gros montants d'opérations dont je vous parlais, par exemple à 5 millions, vous allez être sur ces niveaux de taux-là. Intermédiaire à cela, vous allez être plutôt à 1,8, 2, 2, 1, 2, 2. Et puis, le classique 3%. Et si je ne dis pas de bêtises, aux alentours environ des 2 à 300 000. Donc, ça vous donnera un ordre d'idée, mais n'oubliez pas ces frais-là et de les ajuster. Les meilleurs simulateurs ajustent les frais de mutation sur les opérations et sur le montant réel d'acquisition. Et il ne se calcule pas si vous avez des commissions charges acquéreurs sur les frais d'agence, je le précise aussi. Une fois que vous avez ces frais-là, donc vous avez le foncier, acquisition, honoraires d'agence et frais de mutation. Vous allez avoir des frais d'assurance. Ils sont généralement obligatoires, même si certains vous diront le contraire, et ils peuvent avoir des coûts des fois non négligeables. Alors, pour le marchand de biens, 2 assurances qui seront obligatoires. Une assurance pour son activité, ce qu'on appelle une RCP, responsabilité civile professionnelle, qui va coûter soit un forfait fixe au démarrage, allez, je vais vous dire, en tranche très large, de 500 à 2000 euros pour le démarrage, selon toutes les options et les couvertures que vous prenez. Et puis, vous allez avoir une assurance sur le bien en lui-même. Donc, si vous achetez un appartement, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une propriétaire non occupant. Des fois, vous allez avoir un ensemble immobilier divers et variés. Vous allez avoir des frais beaucoup plus importants.
Ça va varier là encore entre, pour un petit appartement de petite superficie, peut-être, allez, 300, 350 euros, peut-être un petit peu plus. Et sur des ensembles atypiques, complexes et des grands volumes, avec peut-être une partie de commercial et une partie non occupée, des sommes qui peuvent monter à 2 000 à 3 000 euros. Donc là encore, c'est des sommes qui sont variables, mais qu'il faut ajuster et intégrer dans vos bilans. On va parler ensuite de la partie travaux. Bon, ça, vous l'évaluerez avec vos artisans, maîtres d'œuvre, architectes, peu importe. Et vous aurez un coût de travaux. Ce coût de travaux, je vous invite à y ajouter les aléas, notamment parce qu'on n'est jamais sûr et certain du budget et de se mettre 5 à 10% d'aléas dans des cas de rénovation, de réhabilitation, ce n'est pas complètement déconnant sur un bilan. Peut-être que vous ferez mieux, mais au moins vous aurez une marge de sécurité et un petit peu de souplesse là-dessus. Selon les travaux que vous allez faire, pourquoi je vous ai parlé des travaux juste après les assurances, vous aurez peut-être besoin d'assurances complémentaires. Je pense notamment à l'assurance dommage ouvrage si vous venez à intervenir sur des éléments, notamment de grosses œuvres ou des éléments de nature décennale. Et vous serez dans l'obligation, parce que c'est une obligation pour des maîtres d'ouvrage professionnels de souscrire à des dommages ouvrages. Donc, attention aussi à ce budget-là. Si vous ne l'avez pas prévu et que vous envisagez de faire des rénovations importantes, de prévoir ces assurances supplémentaires. Donc, on a vu le foncier, on a vu la partie assurantielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme frais et comme charges ? Eh bien, essentiellement, une fois qu'on a descendu notre bilan, ce qu'on va retrouver après, ce sont des frais, je dirais, plutôt d'ordre juridique et des honoraires divers et variés que je vais essayer de vous détailler. Une première chose à faire lorsque vous allez avoir votre rénovation qui est faite, généralement, vous allez transformer un bien. Pour la revente, vous allez refaire des diagnostics. Alors, je sais que certains vont me dire je ne les refais pas, même quand ils ne font pas de travaux, certains disent je ne fais pas de refaire les diagnostics. Sachez une chose, c'est que la seule façon de pouvoir se retourner contre son diagnostiqueur, c'est de l'avoir mandaté. Et si vous utilisez des diagnostics qui ont été faits pour vos vendeurs initiaux, par exemple, eh bien, vous ne pourrez pas mettre en cause votre diagnostiqueur en cas d'erreur de son côté. Je pense notamment à des erreurs sur un DPE, je pense des erreurs sur peut-être des anomalies non repérées en termes d'amiante, peut-être des erreurs sur un Carrez, selon ce que vous faites. Attention, et donc du coup, moi, j'ai systématiquement l'habitude de le remettre dans mon bilan. Ça ne coûte pas énorme, mais c'est quand même quelques sommes. Généralement, pour un petit appartement, vous allez avoir entre 200 et 350, 400 euros de diagnostic pour la revente. Ensuite, vous allez avoir des frais qui sont peut-être aussi liés à votre copropriété ou au bien en lui-même. Je parle des charges de copropriété, le temps de la détention du bien, parce que vous allez devoir les payer, donc à intégrer. C'est peut-être 30, 50, 80, 100 euros par mois ou par trimestre. Ça dépendra de votre copropriété. Ne les oubliez pas parce qu'ils peuvent peser lourd si vous avez des durées de portage importantes. On l'a déjà vu sur des biens où ça pouvait peser un petit peu. Le sujet de la taxe foncière sur le bien, alors lui, il est à traiter un peu différemment parce que théoriquement, vous n'avez pas forcément de taxe foncière selon ce que vous faites comme opération et selon comment vous allez pouvoir déclarer que vous avez des travaux en cours liés à des autorisations d'urbanisme. Vous pouvez avoir des exonérations partielles ou totales. Mais dans la plupart des cas, vous devrez avoir à intégrer une taxe foncière sur au moins une année, des fois sur 2 années, parce que le portage va être plus long, vous avez des gros travaux à faire sur le bien immobilier dont on parle. Autre honoraire que vous allez avoir probablement, eh bien, ce sont des honoraires en lien avec la comptabilité et le juridique de votre société. Alors, c'est peut-être pas directement lié à votre opération, mais néanmoins, vous avez souvent un petit peu des suppléments par opération. Je pense à un comptable qui va vous facturer peut-être 200, 300, 500 euros de plus par opération, dépendant du nombre de lignes. Des fois, vous avez des forfaits, des fois, vous avez des éléments qui sont variables selon votre comptable et selon la typologie d'opération. Mais vous aurez des frais de comptabilité. Vous aurez probablement aussi des frais d'avocat, de juridique, peut-être pour cadrer certains contrats. Si vous avez, je ne parle pas encore directement du financier, mais des avenants à rédiger, des analyses à faire d'un point de vue juridique, s'il y a un bail ou autre. Ça pourrait être des choses qui arrivent et peut-être que vous allez aussi impacter une partie de vos frais juridiques annuels de votre activité sur l'opération en elle-même et l'intégrer au bilan. Donc, quelques frais peut-être avocat
et on a parlé de la comptabilité. Une fois qu'on arrive là, globalement, on a vu un peu la totalité des frais liés vraiment à l'opération en elle-même, le bâti, les travaux et tous les honoraires juridiques. Il va falloir vendre. Et la vente, quand même, quelques coûts. Même si vous allez vendre sur Le Bon Coin, peut-être que vous allez, par vous-même d'ailleurs, sans honoraire, vous allez peut-être réaliser des photographies par un professionnel, des visuels 3D avec des logiciels 3D divers et variés, ou déléguer ça à un archi d'intérieur. Vous allez peut-être également mettre de la publicité et payer pour avoir, je vous ai parlé d'un site comme Le Bon Coin qui est a priori gratuit, mais il y a plein d'options payantes. Vous allez peut-être vouloir utiliser des plateformes de multidiffusion pour vos annonces. Vous allez peut-être, comme certains de nos marchands, faire de la publicité sur des réseaux sociaux pour vendre. Et ça va avoir un certain coût. Peut-être également de réaliser des plaquettes de vente, des fiches techniques et commerciales, etc., etc. Vous avez plein de possibilités, ou réaliser un site web pour une opération parce que vous avez rénové des appartements de très beau standing et vous voulez montrer encore plus le côté professionnel. Donc ça va avoir des coûts. Très difficile de vous donner le coût exact de ces prestations, ça dépendra de ce que vous mettez. Mais globalement, ayez en tête qu'un photographe vous prendra entre probablement 200 et 1000 euros selon la quantité de photos, la grandeur du projet. La commercialisation va être très variable en termes de coûts. Vous pouvez en avoir pour 0 euros comme pour plusieurs centaines d'euros pour pouvoir diffuser sur certaines plateformes. Et puis après, c'est dépendant des options que vous allez utiliser. Les honoraires des agents immobiliers, si vous passez par un agent immobilier, bon, ça c'est à voir comment vous le gérez. Nous, la plupart du temps, dans nos bilans, on parle en net vendeur sur les prix de sortie. Et donc, du coup, on n'intègre pas dans notre bilan en termes de dépenses les frais d'agent immobilier. Mais sinon, et si vous voulez parler en FAI, prix de vente, eh bien, il va falloir les intégrer et ils correspondent entre 3 et 8-10% TTC des prix de vente. Ça dépendra encore une fois les montants de vente. Donc ça, arrangez-vous avec vos agents et voyez avec eux. Et puis, une fois qu'on a vu tout ça, eh bien, on a fait un bilan qui est global et qui est exhaustif surtout, qui n'oublie pas des petites lignes, ces petites lignes qui peuvent vous coûter quelques précieux points de marge si vous ne les avez pas intégrés dès le début et faire en sorte que, je dirais, le bien ne soit pas aussi rentable que prévu. Donc maintenant que vous avez cette liste de dépenses, il suffit de les créer, de les insérer dans vos bilans. Et donc vous avez votre prix d'acquisition, vous ajoutez toute la liste des dépenses que je vous ai mentionnées, et puis vous avez un prix de sortie. La différence entre le prix de sortie et puis le prix d'achat plus les frais annexes, ça va vous donner la marge potentielle qui peut être des fois négative et ça voudra dire c'est pas une bonne opération, et des fois une très belle marge qui sera vous rémunérée de votre activité et de votre projet. Le standard, je vous le rappelle, la marge attendue généralement est d'environ 20% sur le CA. C'est la marge qui est attendue par vos financeurs. Ce sont les derniers frais dont je ne vous ai pas parlé parce qu'ils sont très dépendants de comment vous allez vous organiser sur le financement, mais s'il s'agisse de financement en fonds propres, de financement bancaire, de financement privé, de financement par du crowdfunding ou autre, vous aurez des frais totalement différents et il faut les intégrer. Donc généralement, on a un bilan qui est avant financement, qui a un bilan de l'opération. Et ensuite, selon la structuration de votre financement, vous aurez un bilan après financement. C'est vraiment celui-là qui est regardé qui est très dépendant du choix de financement et qui peut vraiment impacter le résultat réel que vous avez dans la boîte in fine. Je pense qu'on a fait le tour pour ces opérations, je dirais, les plus simples, d'achat-revente pure ou d'achat-rénovation-revente. Intégrer ces différents frais, même ces petites lignes que vous vous dites, pourquoi je vais la mettre, ça ne représente pas grand-chose. Faites attention, ça peut coûter de l'argent au fur et à mesure si on ajoute des lignes que vous avez peut-être un peu oubliées, une assurance, des frais de copropriété, des frais de publicité, etc., etc. Attention, parce que ça peut peser lourd dans des bilans, surtout sur des petites opérations. Ce sont des sommes un peu forfaitaires. Donc sur des grosses opérations, je suis d'accord avec vous, ça n'impacte pas autant les bilans des opérations. Mais sur des plus petites opérations, ça peut vraiment les impacter fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On parlera des modélisations d'une autre typologie d'opération, les mises en copropriété d'immeubles, les fameuses reventes à la découpe. Allez, salut, ciao.